si on fait un petit focus par rapport à cette tendance upcycling, donc juste pour vous remettre en évidence que à l'heure actuelle en France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de déchets par an pour une valeur commerciale de 16 milliards d'euros. Donc on se rend vite compte qu'il y a quelque chose à faire, il y a un enjeu à jouer sur ce côté anti-gaspillage alimentaire. Et donc le principe de l'upcycling, ça va être de récupérer des matières premières ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les revaloriser et de les réinjecter en vue d'une économie plus circulaire. Donc l'intérêt, c'est de limiter le gaspillage alimentaire, du coup, mais aussi préserver l'environnement en limitant le fait de rechercher des ressources naturelles non nécessaires, par exemple, de nouvelles ressources. Ça peut être le gain financier, mais ça peut être aussi l'utilisation de coproduits dans un but nutritionnel. Donc c'est là-dessus que je vais porter l'accent. Donc on voit par exemple différentes publications scientifiques qui paraissent avec du coup cette valorisation, utilisation de coproduits dans un but d'amélioration de la qualité nutritionnelle des produits. Donc par exemple cette publication qui date de novembre 2020 met en avant l'utilisation de peau d'amande pour enrichir une matrice biscuit en fibres, du coup augmenter les taux de fibres dans des biscuits. Donc vous voyez sur l'image où du coup on a un biscuit de base formulé du coup avec farine simplement. Le biscuit du milieu où on a switché, on a enlevé 10 grammes de farine, on a ajouté à la place 10 grammes de peau d'amande, et le troisième biscuit où on a supprimé 20 grammes de farine de blé et qu'on a remplacé par 20 grammes de peau d'amande. Et petit à petit, du coup, on augmente nos teneurs en fibres. Donc le premier produit n'a pas d'allégation fibres, le second est source de fibres et le troisième riche en fibres, par exemple. Donc c'est un exemple d'utilisation de peau d'amande pour ce bénéfice nutritionnel. Et du coup, chez Upcycle, du coup, ils vont par exemple proposer ce type de coproduit peau d'amande que vous pouvez réutiliser dans vos recettes si vous souhaitez travailler sur cet objectif fibre. On a d'autres publications scientifiques qui mettent en avant la réutilisation par exemple de drèches de brasserie, avec la première publication où on formule des pâtes alimentaires, où on injecte où on réutilise 10 grammes jusqu'à 10 grammes pour 100 grammes de semoule avec des drèches de brasserie. Donc ça nous permet d'augmenter la quantité de fibres, encore une fois. Donc les pâtes vont contenir plus 25% de fibres quand elles contiennent les drèches, et notamment un certain type de fibres, puisqu'on va rechercher par exemple des bêta-glucanes qui sont des fibres qui bénéficient d'allégations santé qu'on peut valoriser sur le côté maintien d'une cholestérolémie normale par exemple, ou atténuation de la hausse de la glycémie après un repas. La dernière publication regarde quelle est l'acceptabilité sensorielle des consommateurs suite à la consommation de barres céréalières qui contiennent des drèches de brasserie, et quel est l'impact sur l'intention d'achat. Donc dans cette publication, on nous met en avant que du coup le consommateur, s'il est informé qu'on utilise des drèches de brasserie, donc des matières recyclées, plus le fait qu'on lui précise que ça va nous apporter plus de fibres par exemple, ou en tout cas ça va jouer sur la qualité nutritionnelle du produit, ça va jouer sur son intention d'achat qui va être augmentée. Donc l'upcycling du coup s'inscrit dans une démarche assez globale de anti-gaspi, où du coup on peut récupérer à différents niveaux du coup des matières premières ou des produits, que ce soit auprès de producteurs, transformateurs, mais aussi cafés, restaurants, boulangeries, hôtels par exemple. Donc ça, ce sont des démarches qui visent à remettre en avant des matières premières directement auprès du consommateur, auprès d'épiceries par exemple anti-gaspi, ou l'application Too Good To Go qui remet à destination des consommateurs des produits invendus.
Et le travail de Upcycle sera plus d'aller chercher des coproduits auprès d'industriels pour les reproposer à d'autres entreprises qui sauront revaloriser ces matières premières. Et c'est là que tout prend son sens et qu'on appelle cela upcycling du coup. Mais du coup, comment l'upcycling peut nous permettre du coup d'atteindre certains objectifs nutrition santé? Donc, on va voir quels sont les principaux objectifs qui peuvent être, quels sont les moyens d'innover sur l'axe nutrition santé durabilité à l'heure actuelle. Alors un premier axe, ça peut être du coup de travailler sur le fait de favoriser l'adoption de recommandations nutritionnelles officielles, donc émises par exemple l'Agence nationale de sécurité des aliments, d'ANSES, qui se traduit en repères de consommation en repères de consommation, et là c'est ce qui est traduit au sein du programme national nutrition santé par exemple. Donc pour vous expliquer, du coup, par exemple, l'ANSES va préciser que, du coup, pour une alimentation saine et du coup préserver de maladies, par exemple cardiovasculaires, de choses comme ça, on va nous recommander, du coup, de consommer des fibres à hauteur de 25 à 30 grammes par jour. Ensuite, du coup, on va regarder quels sont les apports réels de la population au niveau français. Donc, on va se baser par exemple sur les études INCA, donc les études nationales de consommation individuelle, et identifier que un adulte moyen consomme environ 19 grammes de fibres par jour. Donc on voit que du coup il y a encore un levier à jouer entre le 19 grammes réellement consommé et le 25 à 30 grammes qui sont recommandés. Donc le programme national nutrition santé va donc nous orienter sur le fait d'aller consommer certains types d'aliments. Donc le programme national nutrition santé nous précise qu'il faudrait augmenter notre consommation de légumes secs, légumineuses, au moins 2 fois par semaine, augmenter notre consommation de fruits et légumes, au moins 5 par jour, et au moins 1 par jour, un produit complet par jour, par exemple. Donc on voit des exemples du coup d'entreprises qui essayent de valoriser et qui se mettent sur ce créneau qui montrent qu'ils ont bien compris le programme national nutrition santé et qu'il faut essayer d'atteindre ces repères. Donc on nous dit plus de légumineuses, plus de légumes secs. Donc on voit que sur des emballages, certains mettent en avant le fait que du coup on a des céréales pour petit déjeuner qui contiennent des céréales, mais aussi des légumineuses, par exemple, ou des pâtes alimentaires qui sont formulées à base de pois chiches. Voilà. Donc c'est une façon d'innover sur le secteur nutrition santé. Et donc là aussi, Upcycle va pouvoir vous proposer différentes matières premières, que ce soit par exemple à base de pois chiches pour enrichir en légumineuses, en noix de cajou pour le côté fruits à coque, ou des poudres de fruits pour enrichir en fruits. Voilà. Un autre moyen d'innover du coup en nutrition santé, ça va être le fait de mettre en avant certaines allégations nutritionnelles santé sur un produit. Donc les allégations nutritionnelles et de santé sont réglementées donc au sein du règlement 1924-2006 et sous certaines conditions d'utilisation, on va pouvoir mettre en avant certaines mentions donc valorisantes. Donc par exemple source de ou riche en fibres selon des teneurs minimum requises dans le produit fini. Ou alors du coup ça peut être sur différents nutriments, donc chaque nutriment on a des conditions d'utilisation précisées au règlement. Et par exemple si on prend le cas du magnésium, si on souhaitait mettre en avant le fait que notre produit est source de magnésium ou riche en magnésium, on pourrait par exemple aller piocher en termes d'ingrédients recyclés chez Upcycle, où du coup ils vont proposer du son de riz qui contient une quantité importante de magnésium et qui va pouvoir enrichir notre produit du coup en ce nutriment. Donc voilà, c'est un exemple d'utilisation qui peut permettre d'aller chercher une allégation nutritionnelle et de santé. Donc nutritionnel, ce serait source de magnésium par exemple, ou de santé, ce serait le magnésium contribue à réduire la fatigue sur vos produits par exemple.
Voilà. Donc on peut aller chercher des allégations nutritionnelles et de santé régies au règlement 1924-2006, mais on peut aussi aller chercher des allégations plantes, du coup, qui sont pour l'instant mis en attente. L'évaluation des plantes a été mise de côté et mise en attente par la Commission européenne en attendant de trouver le bon système d'évaluation et de ces plantes. Mais en attendant, du coup, on peut aller utiliser ces plantes si tant est qu'on a à disposition des études bibliographiques, un faisceau de preuves qui montre que, du coup, on peut avoir un bénéfice santé tel que proposé par le demandeur à l'époque du dépôt de demande d'allégation. Donc voilà des pistes des suggestions, du coup, d'innovation sur le secteur nutrition-santé. On peut également jouer sur la partie Nutri-Score, donc vous le faites peut-être déjà de votre côté. Le Nutri-Score, c'est donc un affichage synthétique du coup de la qualité nutritionnelle du produit avec une balance d'éléments entre éléments négatifs considérés comme négatifs pour la santé, donc les teneurs la valeur énergétique du produit, la teneur en sucre simple, en acides gras saturés ou en sel, par exemple, mais aussi des éléments qui sont considérés comme positifs pour la santé, donc jouer sur les teneurs en fruits et légumes, mais fruits et légumes c'est assez large parce que ça contient fruits et légumes, mais aussi fruits à coque, légumes secs, et aussi ils ont mis il y a eu un nouvel arrêté en 2019 qui est venu inclure aussi toutes les huiles de colza, huile de noix, huile d'olive qui rentrent dans cette catégorie fruits et légumes. Donc on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur les fibres, on peut jouer sur les protéines. Donc comment du coup améliorer un Nutri-Score ? Ça va être par exemple d'améliorer la note négative en se focalisant et en utilisant par exemple une matière grasse riche en acides gras insaturés. Donc par exemple en augmentant la quantité d'huile de colza dans notre produit, ou alors comme peut le proposer Upcycle, en utilisant une huile de cacahuète, on peut aller du coup chercher une allégation ou en tout cas des points du coup sur le côté matière grasse du côté du coup du Nutri-Score. On peut aussi réduire les quantités de sucre simple et par contre booster en termes de notes aromatiques, en utilisant par exemple des poudres de fruits qui vont venir du coup aromatiser et donner cette note sucrée qu'on recherche, ou des eaux de fruits du coup qui sont présentées là aussi par Upcycle au catalogue de Upcycle. Ou alors, du coup, on améliore la note positive et avec, par exemple, en intégrant des noix de cajou que l'on peut retrouver aussi chez Upcycle, ou en augmentant les taux de fibres, comme on l'a vu tout à l'heure avec des pots d'amandes ou autres. Et enfin, on peut aussi jouer sur tout ce qui est, du coup, les applications nutritionnelles mobiles actuelles, du coup, de type Yuka, essayer d'aller améliorer notre positionnement et du coup, en améliorant le Nutri-Score, mais aussi en réduisant la quantité d'additifs dans les produits. Le fait que le produit soit bio sera un plus. Voilà. On peut avoir une démarche également clean label en réduisant la liste des ingrédients, en ayant des ingrédients plus simples, moins d'additifs et en valorisant certains circuits courts et labels. Donc voilà, je vais passer la parole du coup à Dominique qui va vous présenter Upcycle et du coup certains ingrédients avec leur plus-value nutritionnelle santé. Bonjour à tous. Dominique, je suis partenaire et je suis responsable marketing aujourd'hui chez Upcycle. L'objectif aujourd'hui, c'est juste de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, de vous montrer quelques exemples et de vous montrer surtout que les coproduits sont une véritable source d'innovation et qu'on peut aller trouver des choses très intéressantes, y compris d'un point de vue nutritionnel. Du coup, on va travailler uniquement sur des matières aujourd'hui qui n'ont pas d'usage. Ça veut dire des matières concrètement qui vont être jetées, qui vont être données, ou au mieux qui vont pouvoir servir dans l'alimentation animale et qui de ce fait n'ont pas, entre guillemets, une grande valeur. Alors que pourtant, à l'intérieur de ces matières, on peut trouver, il y a tout un tas de molécules qui peuvent avoir des intérêts, que ce soit fonctionnels, nutritionnels ou autres, et c'est ça qu'on essaye d'aller valoriser.
Du coup, comme l'a expliqué un petit peu Émilie, aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, c'est pas nouveau, sauf qu'on en prend de plus en plus conscience. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, dans toute la chaîne, il y a environ un tiers de la matière qui est produite, qui est gaspillée, dont 20% qui est gaspillé au niveau de l'industrie alimentaire. Donc ça, c'est les données de l'ADEME. Et nous, on va se concentrer en fait sur tout ce qui va sortir des industries agroalimentaires, qui n'est pas utilisé aujourd'hui, mais pour lequel il y a forcément une utilisation et pour lequel on se doit aujourd'hui de trouver une utilisation parce qu'on ne peut pas rester dans un système qui est linéaire, on est obligé de passer sur un système beaucoup plus circulaire. Donc ce gaspillage alimentaire, il génère aussi un gaspillage des ressources parce que finalement on va produire de la nourriture pour finalement la jeter à la fin. Et en fait quand on met tout ça bout à bout, c'est absolument colossal, puisque ça représente environ 8% des émissions de CO2 globales, et que c'est une des principales solutions qu'on peut trouver pour réduire notre impact et nos émissions de gaz à effet de serre. Juste pour vous donner un indicateur, je crois que c'est d'après la FAO, on va dire le gaspillage alimentaire représente en termes de CO2 un pays qui serait le 3e pays au monde après les USA et la Chine. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on va économiser de la nourriture, on va économiser aussi du CO2. Donc c'est un énorme levier d'un point de vue durabilité, et c'est un des thèmes de cette présentation aujourd'hui. Donc nous, notre méthode, elle est relativement simple. En fait, c'est convertir des coproduits en source d'innovation durable pour l'agroalimentaire et la cosmétique. Donc concrètement, ça va être d'aller identifier des coproduits avec des choses intéressantes à l'intérieur, que l'on peut retransformer en ingrédients pour réintroduire derrière dans l'alimentation. Donc en gros, notre schéma il est relativement simple. Finalement, on va créer des filières entre deux industries. Aujourd'hui, quand vous allez chercher un nouvel ingrédient, vous allez vous dire, ok, j'aimerais avoir une traçabilité complète, je vais aller jusqu'au champ. Or, on peut trouver des matières qui sont extrêmement intéressantes et qui sont parfois à côté de chez vous, chez un autre industriel qui, lui, le jette à la poubelle. Et finalement, on est arrivé à des aberrations comme, par exemple, avoir un gisement de pépins de courge et de l'autre côté, quelqu'un qui ne fait que jeter des pépins de courge. Donc, et s'ils se connaissaient, ces deux personnes, et ben finalement, on arrêterait complètement de gaspiller d'un côté des pépins de courge et de l'autre côté toute la purée de courge en fait qui n'est pas utilisée. Donc en fait, notre idée finalement, c'est de créer ce réseau qui va faciliter, on va dire, la connexion entre l'offre de coproduits et entre la demande qui est naissante, mais qui va devenir absolument incontournable. Donc en fait, on va créer des filières entre deux industries. Donc voilà quelques exemples des matières que l'on va récupérer. Donc on a, en l'occurrence, c'est des pulpes de carottes qui sont intéressantes plutôt pour leur teneur en fibres, qui apportent aussi de la couleur. On a tout un tas de farines déshuilées aussi, notamment une de noisettes qui est intéressante pour faire des gâteaux. On récupère des produits sucrants. Alors là, c'est un exemple d'un extrait de miel. On a aussi dans l'univers du bio du sirop de dattes, soit de dattes déclassées, soit du sirop de dattes qui a été, soit de fruits déclassés, soit qui a été déclassé pour des raisons d'acidité notamment. On récupère aussi le jus de cuisson de pois chiches, qui est un ingrédient qui est très connu aujourd'hui dans la sphère végane, pour faire des substituts de blanc d'œuf, donc de l'aquafaba. On a aussi tout un tas de matières qui ont des intérêts plutôt fonctionnels, en plus d'avoir des intérêts nutritionnels. Donc typiquement, le lin est une matière qui est très intéressante, avec plus de 30% de protéines, plus de 30% de fibres, qui ont des propriétés très intéressantes d'un point de vue fonctionnel, mais aussi nutritionnel. On récupère aussi des eaux de fruits, ça je vous donnerai un exemple un petit peu plus tard, et différents types de graines qui peuvent être utilisées soit pour faire du topping, soit pour faire des huiles, notamment pour l'industrie cosmétique. Donc en fait, il y a vraiment une multitude aujourd'hui de matières. Chez Upcycle, on a une base de données qui fait plus de 200 gisements, et on a aujourd'hui à peu près 15 matières qu'on appelle portfolio, qui sont en fait des ingrédients prêts à l'emploi et que vous pouvez directement utiliser. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner quelques exemples et dans un premier temps, c'était de vous montrer pourquoi c'est beaucoup plus durable. En fait, on va partir du principe que un coproduit qu'on va réutiliser, mettons 1 tonne de cette farine déshuilée d'amandes, c'est finalement à peu près 1 tonne d'amandes qu'on n'a pas besoin d'utiliser, qu'on n'a pas besoin de produire. Donc on peut économiser comme ça des grosses quantités de CO2
d'eau, mais aussi de terres cultivées. Ce qui est à noter aussi, c'est que c'est local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'amandes, elle vient beaucoup des États-Unis, sauf que on retrouve des gisements qui sont en France. Donc pour l'amande, on sait qu'on en produit en France, mais par exemple, on a des gisements de cacao en France. Donc certes, le cacao ne sera pas produit sur le territoire, enfin pas avant un petit moment, et pourtant, on arrive à avoir du made in France sur notamment des pellicules de cacao. Donc c'est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, c'est pas pris en compte dans l'éco-score. C'est des choses qui sont, on va dire, trop nouvelles, qui, on l'espère, en tout cas, on y travaille, on devrait y rentrer, à notre sens. Et ça permet vraiment des gros leviers. C'est-à-dire que le transport, c'est 10-15%, généralement, ça représente 10-15% des émissions de CO2, et l'agriculture, c'est plutôt 50, 60 ou plus. Donc quand on va économiser finalement la production de matières premières, on va économiser des très grosses quantités de CO2 qu'on pourra réutiliser à bon escient. Et en plus, c'est du local, donc plutôt que d'aller importer des nouvelles matières, autant aller les chercher à côté de chez vous, puisque ça fait du sens. Donc ça, c'était plutôt pour le côté durabilité. Aujourd'hui, le thème, c'est plutôt la nutrition. Donc j'ai pris 4 ou 5 exemples pour vous montrer que finalement, les coproduits étaient aussi extrêmement intéressants d'un point de vue nutritionnel. La raison, elle est simple, c'est que généralement, un coproduit, on lui a enlevé une partie. C'est-à-dire, on a fait rentrer une matière brute. Typiquement, on va parler d'une orange. On va en faire du jus. Il va rester de la peau, dans laquelle il y a des huiles essentielles. Il va rester de la pulpe, dans laquelle il y a des tas de fibres intéressantes. Donc en fait, les coproduits, ils ont cette particularité de, très souvent, être beaucoup plus concentrés dans un élément particulier qui peut représenter un intérêt d'un point de vue nutritionnel. Donc très souvent des fibres, des protéines, mais aussi différentes molécules actives qu'on peut aller chercher. Donc parmi les exemples qu'on trouvait super intéressants et très faciles à comprendre, par exemple ces eaux de fruits qu'on va récupérer. Donc on sait que les jus de fruits aujourd'hui, c'est sucré, même s'ils sont 100% fruits, pur jus, etc. Il y a quand même une quantité de sucre qui n'est pas négligeable. En rajoutant des eaux de fruits, on va garder la saveur, on va même ajouter une saveur qui est la saveur fraîche du fruit, et on va finalement diluer le jus pour en diminuer la concentration en sucre. Donc tout simplement, en rajoutant 30% d'eau de kiwi dans un jus de kiwi, enfin plutôt d'eau d'orange dans du jus d'orange, on va abaisser naturellement de 30% la quantité de sucre, tout en gardant une intensité aromatique forte, voire même parfois plus intéressante que ce qu'on avait sur un jus de fruits à base de concentré notamment. Donc voilà une manière simple finalement de réduire la concentration en sucre des jus. Ensuite, on peut citer aussi la particularité texturante du lin. Donc comme je vous disais, il y a des fibres très intéressantes qui vont capter l'eau notamment, et on peut s'en servir un petit peu comme le xanthane. C'est-à-dire que on va ajouter de l'eau avec de la farine de lin, ça va gonfler, ça va donner une texture, on va dire, assez crémeuse, et finalement ça peut substituer une partie de l'huile dans une vinaigrette. Ça peut aussi substituer l'œuf dans une mayonnaise. Donc on peut arriver à obtenir des produits allégés en matière grasse en rajoutant de l'eau et de la farine, des huilés de lin, sachant que la farine des huilés de lin c'est 30% de protéines, la matière grasse c'est principalement des oméga 3, et les fibres c'est tout un tas de, sans rentrer dans le détail, mais c'est des fibres assez intéressantes qui font du mucilage et donc qui en plus ont des intérêts santé. Donc ensuite, parmi, on va dire, l'amélioration nutritionnelle, quand on parle aussi de durabilité, à chaque fois qu'on peut remplacer une matière animale, ça peut être intéressant. Donc l'aquafaba en est un bon exemple. On peut faire des mousses au chocolat notamment, mais on peut aussi remplacer les œufs pour fabriquer des mayonnaises. Donc là, l'intérêt, c'est surtout le substitut de l'œuf et aussi de réduire en acides gras trans, puisqu'il y en a pas mal dans les œufs et pas forcément dans l'aquafaba. Un autre exemple, ça va être l'utilisation de l'okara, qui est un des autres ingrédients assez connus, qui dispose d'un nom et presque d'une marque à lui tout seul, qui est le résidu de la fabrication du lait de soja et du tofu, donc en quantité absolument colossale en France, mais partout dans le monde. C'est une matière qui est très riche en protéines, avec 30% de protéines, 45% de fibres, et du coup, en substituant de la farine de blé, comme on l'a vu dans l'exemple d'Émilie,
sur les pellicules d'amandes en substituant de la farine de blé par de l'okara avec des pourcentages, on va dire, modérés. Là, on va parler de 5 à 7%. On n'a pas trop, on va dire, d'influence sur la formulation. C'est une matière qui est relativement neutre en termes de goût, en termes de couleur, mais qui va permettre d'apporter beaucoup de fibres. Simplement, avec 7 grammes, on a quasiment la moitié de fibres. Donc ça permet d'aller chercher des allégations sources de fibres, notamment, de manière assez simple, avec une matière en plus qui, d'un point de vue santé, est vraiment super intéressante. Et enfin, un dernier exemple, c'est la farine des huilés de noisette qui contient 45% de protéines environ. Donc là, pareil, je ne vais pas trop m'étendre puisque c'est un des thèmes qu'on a développé avec Nutrifees et pour lequel Émilie et ses collègues ont fait tout un travail de valorisation pour justement montrer comment l'utilisation de la farine de noisette avec d'autres ingrédients permettait d'améliorer le Nutri-Score et d'obtenir différentes allégations. Donc juste pour conclure, finalement, utiliser des coproduits, ça répond à beaucoup de vos enjeux. D'une part, c'est d'un point de vue économique, c'est souvent moins cher que la matière standard, donc ça a un coût attractif. En termes d'engagement, il y a toujours de belles histoires à raconter, c'est du local, ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire, il y a des intérêts en termes d'économie de ressources. C'est performant puisque, étant donné qu'on a des coproduits qui sont très chargés en un élément, on peut retrouver des choses vraiment intéressantes d'un point de vue nutritionnel et fonctionnel. Et ensuite, en termes d'impact, puisque concrètement, on va éviter de gaspiller et puis on va réutiliser et forcément, on augmente la durabilité des produits. Et voilà, c'est tout pour moi. Et je pense que maintenant, on a quelques exemples appliqués de ce que peuvent donner des ingrédients à partir de coproduits dans des produits alimentaires bien développés. Oui, c'est ça. Alors, et pour terminer, du coup, c'était vous montrer concrètement que c'est possible d'utiliser ces matières premières recyclées pour formuler du coup des produits avec un intérêt nutritionnel notamment. Donc là, on avait travaillé sur ce premier exemple sur l'élaboration d'un fondant au chocolat qui intègre du coup de la farine de noisette déshuilée, comme l'a présenté Dominique, où du coup on met en avant que ça nous permet d'améliorer le produit sur différents aspects. Donc ça va nous permettre par exemple de limiter la quantité on a une liste d'ingrédients qui est relativement courte versus un produit concurrent, du coup un fondant au chocolat classique. On va obtenir du coup un produit qui bénéficie d'allégations nutritionnelles. Donc par exemple notre fondant va être source de fibres et source de protéines. Et si l'on compare du coup les valeurs nutritionnelles sur préparation sèche, du coup on est mieux disant du coup sur le fondant au chocolat formulé du coup avec cette matière recyclée versus le produit concurrent. On a également amélioré le Nutri-Score en passant d'un Nutri-Score D à un Nutri-Score C, par exemple. Donc ça, c'est un exemple, un exemple de matrice plutôt gâteau. On a aussi un exemple, du coup, là, pour mettre en avant le fait qu'on peut aller switcher sur un produit pour avoir un produit par exemple vegan. Du coup là on est parti d'une recette de macarons classique où on utilise des œufs, des amandes et du coup on va remplacer les œufs par de l'eau de pois chiche, de l'aquafaba, qui va nous permettre d'obtenir un macaron vegan et du coup de valoriser le côté faible teneur en graisses saturées sur ce produit macaron vegan par exemple. Donc on a également un Nutri-Score, du coup tout découle des valeurs nutritionnelles bien sûr, un Nutri-Score qui va être amélioré du coup en passant d'un Nutri-Score D à un Nutri-Score C. Et enfin du coup un dernier exemple, c'était on a travaillé sur du coup un produit qu'on voulait 100% recyclé. Donc là on a travaillé sur le développement d'une pâte d'épices pour lait d'or, donc pour pouvoir se faire à la maison du coup un golden latte à partir complètement d'ingrédients recyclés. Donc
On est allé chercher dans le catalogue de Upcycle de l'huile de cacahuète, du miel, du curcuma, du gingembre, de la cannelle, tout recyclé. Et du coup, on obtient un produit donc 100% recyclé qui a une teneur en acides gras saturés qui est moindre versus des produits un produit classique à base souvent d'huile de coco. Et du coup, on est allé rechercher quelles allégations santé par rapport aux plantes on pourrait mettre en avant. Donc, il faut faire le travail. Le travail n'a pas été fait ici, mais il faut aller vérifier qu'on a des preuves scientifiques, des études bibliographiques à l'appui permettant de mettre en avant l'une ou l'autre de ces allégations plantes. Mais ça peut être c'est l'idée d'aller chercher des allégations sur ce type, en utilisant des plantes et de ce type de produits. Donc là aussi, du coup, on a des valeurs nutritionnelles intéressantes avec un produit, du coup, une boisson facile à faire et à emporter, du coup, qui serait source de fibres, par exemple, et vecteur de fibres, alors que du coup, on n'en consomme pas suffisamment. Voilà, du coup, on va terminer là-dessus. C'était juste pour vous illustrer le propos et vous donner envie, du coup, de passer, sur ce côté durabilité et utilisation de coproduits, puisque c'est possible. Et du coup, on vous laisse, on est à disposition pour vos questions et pour discuter plus amplement sur vos besoins spécifiquement. Merci. Merci. Est-ce que tout a été clair? Mais je suis sûre que vous avez des réactions ou peut-être une question? Non? Des témoignages ou des réactions? Est-ce que du coup vous êtes déjà dans l'utilisation de coproduits? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors j'ai une question ici. Oui, bonjour. J'avais une petite question concernant tous ces ressourcements de coproduits que vous obtenez, que vous avez dans votre catalogue. Ça provient des industries. Une question, c'était les volumes. Et l'autre, c'était la stabilité de composition de ces coproduits, parce que selon les différents types de produits qu'on prépare et les différentes lignes, la composition peut pas être la même. Et quand on fabrique quelque chose à partir de ça, on nécessite un certain cahier de charges. Donc voilà un peu pour ça, si vous pouvez nous éclaircir. Oui, alors c'est une question qui est vraiment super intéressante et qui finalement c'est un petit peu le fondement de notre expertise, puisque sans avoir cette régularité, on peut pas produire des ingrédients. Donc en fait, il y a un gros travail de sélection. Aujourd'hui, il y a plus de 500 gisements qui ont été étudiés. On en a retenu environ 200 qui, pour nous, ont la capacité de monter à l'échelle. Donc capacité de monter à l'échelle, ça veut dire déjà des volumes suffisants. On peut avoir sur de la farine de noisette des volumes de 1 tonne jusqu'à 100 tonnes, voire plus. Du coup, il y a toute une ingénierie en fait pour sélectionner le bon gisement avec le bon client. C'est-à-dire que généralement, plus les gisements vont être de petite taille, plus ce sont des gisements artisanaux, souvent des gisements de bonne qualité, d'un point de vue organoleptique notamment, qui vont plutôt convenir à des sociétés de petite taille parce qu'elles peuvent intégrer, utiliser. Notre objectif, c'est souvent d'arriver à 80% au moins du gisement. À l'inverse, on peut avoir des gisements produits par des multinationales qui ont des quantités absolument colossales. Si je prends l'exemple de l'Okara, c'est des centaines de tonnes, ne serait-ce qu'en France. Donc, si on va chercher dans les pays limitrophes, il y a largement de quoi faire. Et en fait, tout notre travail, à travers cette base de données, c'est justement de donner les clés à nos clients pour qu'ils puissent choisir et qu'on puisse les orienter vers le gisement le plus adapté. Donc, d'avoir directement, en fait, de leur faire gagner du temps et finalement de mutualiser ce travail. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises qui ont des coproduits à valoriser. Il y en a de plus en plus qui sont intéressés pour utiliser ce type de matière. Sauf que si tout le monde le fait dans son coin, ça demande énormément d'efforts, ça dilue énormément le message. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir connecter avec le moins de contraintes possible. Et une des manières aujourd'hui, malgré, on va dire, notre jeune âge, c'est d'avoir mis en ligne une liste avec ces 200 matières et avec cette caractérisation. Combien il y a de volume, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, quelle est la saisonnalité, et avec toutes les informations les plus basiques, donc le nom latin, la partie de la plante, etc. Et ensuite, à partir du moment où une matière intéresse un de nos clients, on va structurer la filière et là on va travailler comme sur un ingrédient classique, c'est-à-dire que on va réaliser toutes les analyses nécessaires. Quand il y a, on va dire, quand on va travailler plutôt d'un côté
nutrition ou plutôt presque nutraceutique, quand il y a un actif à garantir, ben on va évaluer, mesurer, quantifier sur plusieurs lots pour déterminer en fait quelle est la quantité minimum que l'on peut garantir, sachant qu'il y aura toujours de la variabilité. Et aujourd'hui, sur les volumes, c'est aussi un changement un petit peu de paradigme, c'est-à-dire que les matières sont limitées. Jusqu'à aujourd'hui, on avait l'impression que les ressources naturelles ne l'étaient pas, qu'on pouvait pêcher, qu'on pouvait produire à volonté. Nous, on travaille sur des matières qui ont une quantité limitée. Et finalement, on s'aperçoit que c'est le seul système qui est viable, c'est-à-dire qu'on utilise tout ce qui existe, et après, il faut passer à autre chose, il faut trouver un autre gisement. Mais c'est une des manières aussi finalement de répondre à certains de nos clients pour lesquels, on va dire, les volumes demandés seraient extrêmement importants. C'est aussi de pouvoir fournir différentes sources. Eh bien, merci beaucoup. De toute façon, vous restez peut-être quelques minutes encore sur le forum, si jamais il y a des questions plus personnelles. De mon côté, je vous remercie du coup pour votre participation. Merci à tous pour votre présence. Et puis on continue avec la dernière conférence qui va être sur la réglementation.